Chers, chers consoeurs au singulier d'ailleurs, chers confrères, nous poursuivons nos conférences dans les conditions que vous connaissez. Alors je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Paul Touret, qui est le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, connu sous le nom d'ISEMAR, et qui va nous entretenir de l'impact du coronavirus sur les marchés maritimes. Je voudrais le remercier d'intervenir devant une salle qui est, pour des raisons de commodité et de règles internes à l'école militaire, qui est clairsemée, mais en revanche, vous êtes regardé et entendu et écouté par l'autre jour 170 followers. Donc on fera les comptes, savoir si vous faites un peu mieux, j'en suis sûr, mais certainement pas moins. Je voulais aussi, avant d'entamer et de demander à Édouard Berlet de présenter notre orateur, avoir une pensée pour Alain Paresse, que certains d'entre vous ont bien connu. C'est un grand monsieur de la pêche. Il a été élu en 1996 et il est devenu honoraire en 2012. Il est décédé le 26 janvier. J'ai eu un contact avec son épouse. Je lui ai envoyé des condoléances au nom de l'Académie et je lui ai dit que nous lui rendrions hommage le moment venu. Et j'ai noté dans sa biographie, parce que c'est important, il était président honoraire du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, qui est donc l'organisme de référence professionnel en matière de pêche maritime. C'était un grand monsieur de la pêche. Il a été vice-président de l'Union des armateurs à la pêche de France et il a été l'un des pères de la réglementation européenne de la pêche à l'époque où celle-ci a été mise en place dans les années 80. Voilà ce que je voulais dire pour Alain Paresse et naturellement, nous lui rendrons hommage le moment venu. Je passe la parole à Édouard Berlet qui va nous présenter l'orateur. J'ai le plaisir de t'accueillir, Paul, aujourd'hui à l'Académie de Marine pour cette intervention. Et je vais rappeler ton cursus universitaire et professionnel. Alors, tu es docteur de géographie, diplôme que tu as eu à l'Université Paris 8, puis un post-doctorat au département de géographie à l'Université Laval du Québec. Et tu as démarré ta carrière comme professeur d'histoire-géographie à Levallois-Perret. Tu as ensuite rédigé des articles au Canada pour le Journal de la Marine marchande, puis poursuivi une carrière de conseil comme consultant auprès de Copétrans, société de conseil que beaucoup d'entre vous connaissent. Ensuite, tu tiens des cours à l'Institut national des langues orientales à Clichy, avant d'orienter ta carrière à partir de 2003-2002 dans le secteur maritime. En prenant la direction d'ISEMAR, je te laisserai le soin de développer la présentation plus amplement que je ne le ferai. Et ISEMAR, donc, est un institut qui, à titre principal, est un observatoire des industries navales, maritimes et portuaires, localisé à Saint-Nazaire, avec une forte implantation locale, qui serait intéressant que tu développes un peu, d'ailleurs, pour faire de l'analyse de l'économie maritime internationale, de l'expertise pour les différents membres partenaires d'ISEMAR, parce que ISEMAR a de nombreux partenaires qui seraient intéressants également que tu puisses rappeler dans le détail. Faire des missions de conseil. Tu es rédacteur en chef de la publication ISEMAR qui publie très régulièrement une note mensuelle que je lis tout aussi régulièrement. Et vous organisez des colloques, des animations de séances, etc. Vous contribuez à des conférences françaises et internationales. Alors, tu es déjà bien connu à l'Académie de Marine puisque tu as eu l'occasion d'intervenir devant la section droit et économie. Et ISEMAR, par ton intermédiaire, tu as été le prix Claude Boquin de l'Académie de Marine t'a été décerné en 2008. Donc tu es bien enregistré. 2008. Voilà. Mais écoute, je te passe donc la parole. Oui, donc merci bien, Édouard.
Donc, je vais vous présenter un peu l'ISEMAR avant d'attaquer sur la question. Alors, l'ISEMAR a été créé effectivement en 1997 par l'initiative du maire de Saint-Nazaire qui est disparu il y a quelques jours. Je ne sais pas si l'écho arrive jusqu'à Paris, mais alors, il y a une particularité de ce maire, c'est que ça a été un maire très dynamique, qui a incarné sa ville, en rébellion de temps en temps par rapport au port ou par rapport à Nantes, mais c'est toute la problématique de Saint-Nazaire. Mais il n'a jamais été député, donc forcément c'est à la fois un grand maire local, mais qui n'a jamais eu un aura national, mais qui vit quand même dans ce territoire très particulier, puisque nous avons les chantiers de l'Atlantique, puisque c'est le seul site de construction navale qui n'est pas mort en France, et qui a bien vécu et qui continue de vivre. Et vous avez vu ces derniers jours qu'on lui a confié avec beaucoup de satisfaction locale un destin français et pas un destin italien. On a un port qui tient à peu près la route, on le verra tout à l'heure, mais on est à 12% de recul cette année, donc on a une raffinerie, c'est pas toujours un gage d'avenir, mais en tout cas on est implanté dans ce territoire à forte identité maritime autour de la construction navale et des activités portuaires. Vous avez vu que les EMR, les énergies marines renouvelables, se développent aussi beaucoup à Saint-Nazaire. On a le territoire de Nantes avec l'université, l'Ifremer, Centrale et tout ça. Alors sur cette idée-là, le maire de Saint-Nazaire avec le président de la Chambre, je dis souvent, c'est pour commencer un peu cette introduction, d'avoir cet ADN local avec la volonté d'un maire et des territoires, mais aussi d'être entouré de chefs d'entreprise de la navale et du portuaire, nous a aidé à éclore comme étant un observatoire de référence. Alors, comme je dis, il faut avoir les sabots dans de la glaise. Bon, là, c'est plutôt dans du sable de mer, mais avoir ces sabots bien implantés dans un pays, dans un territoire, nous a permis aussi après de rayonner. Et aujourd'hui, l'ISEMAR fait référence à la fois en France. Je travaille en ce moment d'ailleurs pour la communauté portuaire de Marseille. Voilà, ça nous a permis alors, le soutien des forces publiques, départements, régions, les deux agglomérations, CCI, Union maritime, port et tout ça, ça nous permet d'avoir un socle d'activité qui nous permet de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire de réfléchir, de publier et d'être au service finalement de la communauté maritime française. Et puis comme il faut aussi aller chercher des sous, de temps en temps on a des contrats privés. Je travaille pour un grand armateur européen et je travaille pour les chantiers. Je vais dire en ce moment pour la communauté portuaire marseillaise, ce qui nous permet aussi de temps en temps d'avoir les doigts dans le cambouis de l'économie maritime, parce que c'est pas tout de l'observer de son bureau, aussi fort soit-on en observation, c'est aussi bien d'être en échange avec les professionnels. On a travaillé pour Armateurs de France il y a quelques années, d'être avec le tissu des manutentionnaires, des armateurs, des acteurs de terrain. Des fois, vous savez, un chef d'entreprise portuaire est très loquace, il n'a pas l'occasion de parler, donc il parle beaucoup. Et c'est aussi ça qui fait la qualité du travail de l'ISEMAR, c'est d'être finalement dans tous les tissus de ce qui fait le monde maritime français. On a dit la construction navale, le tissu portuaire, les armateurs, les logisticiens, enfin tout ça avec ses qualités et ses défauts. Et si vous suivez évidemment les questions maritimes françaises, vous savez que le syndrome du verre à moitié plein, à moitié rempli, et la marque même de la maritimité française. Et pour avoir fait un livre dont je ne sais pas s'il sortira un jour, mais j'ai écrit 100 pages sur ordinateur, bien serré sur l'histoire du transport maritime en France, ce qui n'a pas été fait pratiquement depuis les années 80. Un vrai livre, je veux dire. Le verre à moitié plein date à peu près de Napoléon, et je me demande si Colbert, voire sous François Ier, le syndrome du verre à moitié plein du transport maritime français n'existait pas déjà. C'est-à-dire qu'il est peut-être même les Gaulois, si les Vénètes avaient déjà peut-être cette impression-là. Je ne vais pas dire que ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais ça reste cette toile de fond de comment apprécier la mer. Et vous savez que vous êtes des maritimistes, des acteurs de la mer. Vous savez que vous êtes souvent frustrés de cette France maritime qui n'est pas à sa place, de cette France portuaire qui devrait être comme si, cette France navale qui survit. Et je touche tout le bois qu'il peut y avoir dans cette pièce. Voilà. Alors, à côté de ça, donc voilà, c'est un peu dans cette ambiance que vit l'ISEMAR, c'est-à-dire dans ce territoire à forte maritimité et dans ce pays qui ne sait pas toujours, il a mal à la mer. Et d'ailleurs, vous avez vu, nous avons pas eu ça au mois de décembre, notre grande cérémonie annuelle des assises qui nous permettent aussi justement de se retrouver et d'échanger et de montrer qu'au-delà des professions et des filières, on appartient tous à ce monde maritime de la mer. Salon l'initiative ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ce ministère de la mer qui incarne aussi pour finir cette dimension aujourd'hui qu'on attend. Je reviens à mon propos d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça que je demandais l'année 2008. J'ai eu le prix Claude Boquin, c'était la première fois que l'Académie de Marine donnait un prix d'économie. Donc, c'est l'ISEMAR qui l'a inauguré. On était en 2008. Alors, il faudrait voir si c'est mai ou... Pourquoi je vous dis ça? Parce que 2008, c'est la première crise économique. Et en fait, je travaille à l'ISEMAR depuis 2002. Depuis le 2 décembre 2002. J'ai vu la visite médicale il y a 3 jours, donc je me souviens de la date, elle me l'a dit. Donc, depuis le 2 septembre 2002, je travaille à l'ISEMAR. J'ai eu le temps de connaître, à l'échelle de mon expérience professionnelle, pour tout vous dire, j'ai 50 ans, donc vous voyez, j'ai un peu de vie derrière moi et j'ai une bonne expérience professionnelle. J'ai quand même connu
la croissance des années 2000, la grande crise de 2008-2009, dont je ne sais pas si quelqu'un a encore le moindre souvenir. Nous sommes tellement focalisés par les crises du moment qu'on ne sait pas si on se souvient encore des crises d'avant. J'ai connu la crise de 2011. Est-ce qui se souvient encore que la Grèce était en faillite en 2011-2012 et qu'il y a eu une crise européenne? J'ai connu le ralentissement de la croissance du côté de 2016-2017. Je connais peut-être la maturation de la globalisation et je connais, comme vous, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, cette nouvelle crise maritime un petit peu particulière. Pourquoi je vous dis ça? C'est que justement, c'est toujours le problème dans la conjoncture, de voir ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. Comment, par exemple, on pourrait se poser la question, comment la crise conjoncturelle du Covid, qui n'est pas une crise économique conventionnelle, hein, si on prend la crise de 2008, la crise de 2000, la crise de, vous savez, en 91 pendant la guerre du Golfe, si on voit la 87, si on voit 79, 73, vous voyez, des crises, il y en a souvent. Elle n'est pas de cet acabit-là. Elle est d'une autre nature. Et d'un autre côté, comment la globalisation se mettait en place ces dernières années, et peut-être sur ce thème d'une maturité de la globalisation. Donc il faut prendre ce mouvement structurel qui est peut-être cette globalisation qui arrivait peut-être à un point d'équilibre, et puis d'arriver là-dessus d'une forte crise économique qui est très, très, très spécifique. Encore une fois, on va s'y attarder. Donc pour commencer, alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que ça fait à peu près un an que je fais des conférences sur l'état de la crise. Donc j'ai des discours qui, évidemment, ce que je vous racontais en avril 2020 n'a pas beaucoup de rapport avec ce que je vous racontais au mois de juillet 2020, au mois d'octobre ou en décembre, puisqu'on voit bien que le contexte, et je ne parle pas du contexte sanitaire, je parle du contexte économique, puisque le contexte économique dépend finalement de cet rapport, c'est notre rapport à la maladie qui est plutôt le rapport au confinement ou pas, le rapport maintenant au vaccin, au rebond, aux variants, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que finalement c'est le tableau final, apparemment, bon ça sera un peu ajusté, du recul économique de cette année. On est à moins 4,3, ce qui est plutôt pour l'économie mondiale, en 2020, ce qui est plutôt plus fort que 2009. Cette crise, si on lit les chiffres des PIB, est beaucoup plus forte. En gros, tout le monde double à peu près. Je crois que la crise de 2009 doit être à peu près à moins 2 ou quelque chose comme ça. Pour l'Europe, on doit être moins 3,5. Or, vous voyez, sur la zone euro, on est à moins 7,4. Et même la Chine, qui est à 2, faisait 9% de croissance en 2009. Donc, elle n'a pas connu de crise en 2009. Donc, on est bien dans une année très dure. Alors, évidemment, elle est un peu moins dure, c'est-à-dire que là, c'est 7,4, mais les projections au mois de juin étaient plutôt à moins 13 ou à moins 10. Donc, on voit bien qu'on est sur cette fin d'année sur finalement un bilan économique défavorable, mais on n'est pas dans une crise catastrophique. Alors, encore une fois, que c'est pas facile de jauger un petit peu ça. Si vous voulez, on n'est pas dans la grande récession de 1930. On n'est pas dans l'effondrement économique de 73, mais ce n'est pas un épiphénomène comme on l'avait peut-être connu en 2000 ou en 1991, pendant la 90, ça doit être, hein, à l'été 90, l'effondrement léger de l'économie à l'époque. Donc on est quand même dans une crise sévère. Donc on n'est pas dans une grande dépression, mais on est dans quelque chose qui a quand même de l'importance relativement difficile. Alors évidemment, il y a tous les pays, hein, je ne vais pas revenir. Peut-être allons voir 2021. Et là, c'est pour ça qu'il y a un léger problème avec 2021. C'est que longtemps, on a eu un phénomène, on en parlera à la fin évidemment, c'est la question du rebond. Et du rebond, de la reprise économique. Or, la tête du premier mois et du premier de 2021 nous interroge peut-être si même les projections de 2021 sont les bonnes. Restons sur un phénomène, en tout cas, d'une crise relativement forte à l'échelle de la planète, très forte, on va dire quand même du point de vue européen, et après ça dépend un peu des pays, ça dépend un petit peu de la nature, chaque pays ayant son caractère entre son niveau de développement, sa contribution en termes d'exportateur de matières premières, son niveau de consommation de biens manufacturés, son intégration régionale, le coût, l'impact de la pandémie, etc., etc. Ce qui fait que chaque pays est finalement une formule à lui-même qui dépend un petit peu de ces différents chiffres. Alors, ce qui intéresse le commerce maritime, c'est moins le PIB que le commerce mondial. Or, le commerce mondial, alors, pareil, on avait des phénomènes assez catastrophiques au début de l'année. Et en fait, l'OMC faisait une projection du scénario du pire et un scénario optimiste. Le scénario du pire, c'était moins 35. Le scénario du meilleur, c'était en général moins 10. Donc, finalement, on est sur le scénario le meilleur, c'est-à-dire que l'année voit effectivement un recul. Alors, là, on est bien sur marchandises, hein, on n'est pas sur les services. En tout cas, sur le volume de marchandises, on voit bien sur 2020 bien un recul de 10% de l'activité des échanges internationaux. Encore une fois, l'Europe
est à peu près à moins 11. En export, ça peut nous poser problème parce que vous savez que l'Europe est un grand pays d'exportation vers l'Asie, vers les pays du Sud, donc c'est en recul parce que ses clients sont souvent affectés. Et en import, on est à peu près à moins 10,3, quand l'Amérique du Nord est à peu près à moins 8,7. Mais là-dedans, il ne faut pas oublier, il y a du pétrole, il y a des produits électroniques, il y a du textile, il peut y avoir des produits métallurgiques, enfin il y a tout ce qui fait le commerce international. On n'est pas simplement dans le commerce maritime. Le bilan quand même, c'est que cette année 2020, encore une fois, n'a pas été, je ne sais pas comment les superlatifs, n'a pas été catastrophique. Elle est difficile, mais elle n'est pas catastrophique. Encore une fois, un recul de 10%, n'importe quelle entreprise, vous trouverez que c'est pas bien. La question, c'est quelle est notre échelle. Si notre échelle, c'est que moins 20, ça serait une pire récession qu'on ait connue même au XXe siècle, on peut considérer que moins 10, c'est un mal à peu près acceptable. D'autant plus qu'il y a toujours l'idée du rebond derrière. Encore une fois, vous voyez l'OMC, projection d'octobre. Hein. Vous voyez la projection de l'OMC qui revoit, pour la zone euro, on retourne en positif. Encore une fois, est-ce que les prévisions de la fin de l'année sur 2021, qui était peut-être la méthode Coué, et pas forcément de la réalité économique, si on considère ce qui est en train de se passer. Alors, voilà, le commerce maritime qui arrivait, on était prêt à fêter les 12 milliards de tonnes il y a un an, et en fait, on revient à 11,5, c'est-à-dire on revient un petit peu en arrière, on revient à 2015 à peu près, ou à 2017, un peu plus que 2016. Voilà, on n'a pas les 12 milliards de tonnes, puisqu'on est en recul. Donc les 12 milliards de tonnes seront pour 2022 ou 2023. Encore une fois, c'est plutôt une approche générale du trafic. Quand on s'intéresse au commerce maritime, on voit que les situations sont variables. C'est-à-dire que le pétrole, par exemple, est à moins 6,6%, mais les raffinés à moins 9%. Donc apparemment, c'est plutôt l'échange de produits finis qui a souffert de la crise que le produit brut. Sur le gaz, on est à 2,5%, mais comme on le verra plus tard, on était sur une très forte croissance, 2,5%, c'est un petit coup d'arrêt. En gros, par exemple, ça vient notamment l'Inde, qui était un gros consommateur avec la réduction, et l'Europe aussi avec la réduction de consommation parce qu'on a moins consommé d'électricité au printemps. En fait, on y retrouve à peu près ça. Hein. C'est le ralentissement des économies fait qu'on a ralenti en général la consommation électrique, puisqu'une grande partie du gaz dans le monde sert à produire de l'électricité. Sur le fer, on est à 2,6. On verra la contribution de la Chine là-dessus. Le charbon est à moins 10,4 avec des variables par continent. Sur les grains, plus 4,7, ça renvoie, vous vous souvenez, au début de l'année, on a eu beaucoup d'articles sur les peurs de pénurie alimentaire. Il y a beaucoup de pays du Sud qui pensaient qu'en plus de la pandémie, il allait se retrouver avec un effondrement économique qui entraînerait aussi des pénuries alimentaires. Donc beaucoup de pays du Sud ont stocké du grain dans la première partie de l'année. La bauxite, c'est anecdotique, mais c'est surtout que la Chine est en train de consommer pratiquement toute la bauxite dans le monde. Et l'aluminium devient le nouveau produit made in China qui est en train d'envahir le monde. Donc en fait, c'est plus 10%. Mais si vous enlevez le recul des pays traditionnels et vous mettez la Chine, vous retrouvez des explications. Sur le conteneur, on est à moins 2%. Et là, ça méritera une analyse tout à l'heure. Donc vous voyez, chaque marché ayant sa tendance, avec une importance, c'est le China Factor. Ça fait bien, hein, c'est le dessin. En fait, le China Factor, juste pour vous rappeler un peu les caractéristiques de la Chine, cette année, c'est 2% de croissance, exportation en valeur, plus 3,6. Alors évidemment, il faudrait comparer à une autre année, mais l'intérêt, ce n'est pas de comparer forcément sur la tendance de fond, c'est plutôt de montrer que la Chine est positive à tous les points de vue. Donc, les exportations, 3,6, son excédent commercial de plus 27%. Alors, il y a une légère explication, c'est que vous savez que les barrières douanières de Trump avaient un peu amputé les exportations chinoises. Donc, il y en a un peu moins cette année. Donc, en plus de la consommation américaine, on retrouve aussi plus de produits made in China qu'on en avait l'an dernier. D'ailleurs, vous voyez, exportation vers les États-Unis en valeur plus 15% sur cette année. Et les conteneurs, par contre, dans les ports chinois, c'est plus 1,2%. Encore une fois, tous les chiffres sont à prendre pas les uns par rapport aux autres, mais en les prenant chacun pour ce